l'impact négatif, ça c'est sûr. Il faut se souvenir du chaos du moment, c'était quelque chose, c'était un coup de tonnerre, et à ce moment-là, strictement personne n'aurait pu prévoir comment l'opinion publique allait évoluer. Alors la suite a montré que c'est Zidane, c'est un héros, et comme il l'a dit lui-même, c'est un homme avant tout. C'est sa phrase, moi je suis un homme avant tout. Et cette humanité fait partie intégrante de la résonance émotionnelle. C'est une résonance émotionnelle très forte de la fibre humaine la plus profonde de quelqu'un. Donc dans le cas de Zidane, l'amour des foules a été plus fort que tout. Et puis Zidane avait quelques bonnes raisons pour son geste, des raisons inconnues, mais que j'ai révélées dans mon livre. Je vois des différences, mais cette réponse, elle va d'abord être culturelle ou de psychologie collective. Parce que en France, le football est sans doute le sport le plus populaire, il est le plus pratiqué dans les écoles, donc il est porteur dès le plus jeune âge de rêves et d'idéaux. Donc à ce titre-là, il y a cette réponse collective et il y a le fait que les footballeurs génèrent un potentiel d'identification très fort. Les plus grands footballeurs, à ce titre, à cause de ce potentiel d'identification, sont devenus des personnalités globales et à cause du business model général du football, ils sont devenus des personnalités globales. Ça veut dire que tout à la fois, ils ont apporté un statut de star, comme une star dans n'importe quel autre domaine, et en même temps témoigné de leur engagement collectif, de leur fidélité à l'équipe, et même souvent à deux équipes, puisqu'ils ont à la fois le club et l'identité nationale. Ils parlent sur plusieurs terrains, ils s'expriment sur le terrain du sport en tant qu'athlète de haut niveau, mais ça a été dit ici, ils parlent aussi en tant que label, en tant que franchise, en tant qu'influenceur, en tant qu'ambassadeur de cause sociétale et parfois même en tant qu'acteur géopolitique dans le cas du soft power. Donc très spécifiquement ces footballeurs, tous ces enjeux sont multiples, génèrent des enjeux propres. Mais pour moi, donc avec mon regard sur la humaine, ce que je veux dire, c'est que l'enjeu le plus profond, psychologique le plus profond, celui qui est en lien avec l'âme des individus et des foules, ça tient à la capacité de générer non pas seulement une fan-attitude, mais un amour profond et durable. Il s'agissait de générateurs de nombres aléatoires. Donc l'expérience a débuté par l'installation à travers le monde d'une vingtaine de générateurs de nombres aléatoires pour étudier leur comportement en réponse à des grands événements marquants. Et là, c'était assez stupéfiant parce que les chercheurs ont mis en lumière des déviations statistiques très importantes lors d'événements marquants, donc des déviations statistiques par rapport aux données qui sont attendues dans un cadre purement aléatoire. Et les déviations les plus spectaculaires ont été observées, ce qui donne une vision précieuse pour nous, lors des événements, alors d'abord à peu près dans l'ordre, je ne pense pas me tromper, d'abord les événements du 11 septembre, puis le tsunami de Thaïlande, puis la mort de Lady Di, puis les élections présidentielles américaines, et enfin les grands matchs des Coupes du Monde de football. Donc, dit autrement, c'est que tout individu et tout phénomène plongé dans le champ de conscience collectif d'une Coupe du Monde en reçoit un effet, et en l'occurrence un effet positif, puisqu'on a parlé tout à l'heure des thèmes et des émotions positives associées à une Coupe du Monde. Est-ce que ça veut dire que la Coupe du Monde est un... Mais il faut ajouter qu'une Coupe du Monde est un moment pleinement propice pour les marques, à condition que leur communication entre en résonance avec le champ de conscience collectif. Et entrer en résonance, c'est quelque chose de très précis de façon scientifique. Entrer en résonance, c'est comme le font les ondes, c'est-à-dire c'est émettre sur des fréquences cérébrales, donc des fréquences de pensée, des thèmes. Donc les thèmes, c'est le défi, c'est la performance, c'est le dépassement de soi, et émettre aussi sur des fréquences émotionnelles. Donc les fréquences émotionnelles, c'est l'excitation, l'enthousiasme, la joie, l'unité. Et en fait, c'est émettre conjointement sur les deux, parce que ce sont des phénomènes d'ondes électromagnétiques.
la pensée est électrique, l'émotion est magnétique. Donc il s'agit que la communication entre en résonance avec le champ de conscience collectif, donc vibrer sur les mêmes fréquences et cérébrales et émotionnelles est la clé pour entrer en résonance avec le champ de conscience collectif. Alors les marques vont beaucoup. Alors d'abord, je pense qu'il faut dire qu'on peut faire de très bons messages sans star, en vertu du principe qu'on vient d'énoncer, qui est un principe de résonance. Par exemple, un film qui sera intelligent, qui sera authentique, va faire passer des émotions justes et peut résonner avec tout ce que le sport lui-même peut déclencher. D'ailleurs, le cinéma en est un bon exemple. Il y a des films cultes sur le sport qui ne passent pas par des stars, ni sportives, ni même des stars de cinéma. Donc ça, il s'agit de la résonance. Mais ceci dit, il est certain que la star est un véhicule d'exposition massive et fait que la marque est associée à tous les pics émotionnels de sa trajectoire. Alors c'est un bénéfice considérable. Le risque, c'est que le sport est par essence un spectacle vivant, donc le scénario n'est jamais écrit d'avance. Notamment un match de football ou une partie de billard, ça comporte tellement d'aléas que le match de football a été pris par certains physiciens comme l'exemple même des systèmes complexes, indéterministes et imprévisibles. Donc il y a un ensemble considérable d'aléas, et parmi ces aléas, les aléas propres à la star peuvent faire surgir des surprises énormes. Alors, en termes de performance sportive, bien sûr, mais aussi en termes de comportement humain. Donc, un comportement humain valeureux, positif, va valoriser la marque et avec une intensité spéciale. Donc, je pense à un comportement valeureux, c'était celui de Manet pendant la Cannes. Je ne sais pas s'il avait un sponsor, mais tout le monde a noté le côté valeureux et positif de ce comportement. C'est le joueur qui a fait revenir l'équipe du Sénégal qui était partie au vestiaire. Exactement, au nom de l'honneur des hommes et de leur dignité à se battre. Et et à l'inverse, un accident, un dérapage, voire un comportement violent peut aussi rejaillir sur l'image de la marque. Ça, c'est un football, ça, par exemple. Voilà, c'est un football, par exemple. Mais là, je pense que tous ceux qui sont là le savent, même en cas de crise, les marques peuvent rebondir et c'est bien tout l'art du communicant. Alors, est-ce que se permet tout, ça peut générer une identification, mais ce serait une identification, je l'ai appelée sommaire ou fragile, que la psychanalyse appelle identification au moi idéal, qui est l'héritier de la toute-puissance infantile, donc assez narcissique finalement. En revanche, si un footballeur va incarner les valeurs auxquelles j'aspire pour ma propre vie, à travers son statut de star, donc le courage, le travail, la persévérance, l'altruisme, à ce moment-là, il va générer une identification beaucoup plus qualitative que la psychanalyse appelle identification à l'idéal du moi. L'idéal du moi, c'est l'idéal que j'ai pour mon propre moi. Et à ce moment-là, la star sera le flambeau de mes propres idéaux, ce qui génère un amour profond et durable pour lui. Donc, il a le fait que des personnalités, non pas seulement narcissiques, donc assez limitées, peuvent être porteuses, mais des personnalités évolutives et accomplies, ce que les communicants certainement savent reconnaître. c'est pas par une psychanalyse? Alors la façon dont je travaille avec eux, pour moi qui ne suis pas mandatée par les clubs, donc qui ne suis pas dans le cadre du team building ou du coaching mental technique, c'est que pour eux, comme pour les dirigeants d'entreprise, comme pour les artistes, parce que ce sont les mêmes enjeux intimes, j'ai mis au point une méthode, un processus de transformation personnelle que j'ai appelé Mental Empowerment, qui joint les ressources de la psychanalyse, des neurosciences de pointe et de la physique quantique appliquée à la conscience. Donc l'enjeu, c'est Mental Empowerment, c'est de déployer la puissance intérieure propre à chacun, donc c'est un potentiel naturel que tous les êtres humains ont, en s'appuyant, pour faire simple, sur la connaissance profonde de soi que donne la psychanalyse, réflexion sur les inhibitions, les blocages, les traumas, les moteurs aussi, et la capacité à maîtriser un état intérieur qui est un état de cohérence s'appelant la heart-brain cohérence cœur-cerveau, donc ça s'exerce, et parce que l'on sait scientifiquement
symétriquement que dans cet état de cohérence intérieure peut se déployer la performance maximale qui porte des noms qu'on appelle le flow in the zone. C'est assez connu du sport de haut niveau. Avec ce type de méthode, on peut espérer que Mbappé n'ait pas de coup de boule à la prochaine finale. Une phrase de conclusion, Sabine? Allez, la phrase de conclusion, ma citation préférée sur le football, elle est de Bill Shankly, entraîneur iconique de Liverpool. Donc le football n'est pas une question de vie et de mort, c'est beaucoup plus que ça. Merci beaucoup, Sabine.